Bonjour, dans cette troisième et dernière vidéo concernant les amplificateurs de puissance, on va corriger un TD permettant de consolider des connaissances concernant les amplis push-pull classe B. Alors, dans ce montage, donc c'est un ampli push-pull classe B classique. On retrouve les deux transistors complémentaires T1 et T2. Alors, on va considérer que le montage amplificateur est attaqué par un signal sinusoïdal VE de T d'amplitude VE max. Donc on va commencer l'étude par une première question. Donc les transistors T1 et T2 peuvent-ils être simultanément passants, justifiés en raisonnant sur les signes des tensions VBE1 et VEB2. Donc VBE1 c'est la tension qui contrôle le transistor T1, la conduction du transistor T1, et VEB2 est la tension qui contrôle la conduction du transistor PNP T2. Donc initialement, si on suppose que les transistors sont bloqués, donc ça veut dire le courant IS égale à 0, ça veut dire VS égale à 0, ça veut dire ici on va retrouver un potentiel nul. Donc si on veut rechercher la relation qui est entre VE et VBE1 pour chercher la condition de conduction de T1, on va faire cette loi d'émail. Donc le départ c'est la masse et l'arrivée c'est cette masse fictive de 0 V. On va retrouver que VE moins VBE1 égale à 0. C'est-à-dire VE sera égal à VBE1. Donc, puisque T1 est un transistor bipolaire type NPN, il sera commandé par VBE1 positif qui doit être supérieur à 0,6. Et puisque VE égale à VBE1, donc il va conduire quand VE sera positive supérieur à 0,6. Donc, pendant l'alternance positive, c'est T1 qui conduit, à condition que VE soit supérieur à 0,6. Maintenant pour T2, on va faire la même chose, mais cette fois, donc on va essayer de rechercher la relation entre VE et VEB2. Donc on va faire cette maille. Donc on va retrouver que VE plus VEB2 égale à 0. Donc ce qui donnera VE égale à moins VEB2. Donc T2, pour que T2 conduise, qui est du type PNP, il doit être commandé par une tension VEB2 positive supérieure à 0,6. Et puisque VE égale à moins VEB2, donc on va remplacer VEB2 par moins VE, donc il faut que VE soit inférieur, ça va inverser le signe, à moins le sens de l'inégalité, donc VE doit être inférieur à moins 0,6. C'est pour ça qu'on a dit que dans le cours, T2 conduit pendant l'alternance négative de VE, à condition que VE devienne inférieur à moins 0,6. Donc maintenant, répondons à la question. Est-ce que T1 et T2 peuvent conduire simultanément? On considère par exemple que T1 est conducteur. Avant de commencer l'étude, donc vous remarquerez que cette maille, si on fait cette petite maille, on retrouve VEB2 plus VBE1 égale à 0. Donc VEB2 sera égal à moins VBE1. Donc ils seront de signe inverse. Donc VEB2 sera égal à moins VBE1. Ça veut dire si VBE1 est positif, alors VEB2 sera négatif. Et l'inverse. Si VEB2 est positif, VBE1 sera négatif. Maintenant, on va supposer que T1 est passant. Donc ça veut dire que VBE1 est supérieur ou égal à 0,6. Donc, puisque VBE1 est supérieur à 0,6, si je remplace VBE1 par moins VEB2, ça veut dire à ce moment-là, quand cette condition est vérifiée, VEB2 se trouve être inférieur ou égal à moins 0,6. Ce qui ne vérifie pas la condition de conduction de T2. Donc T2 sera automatiquement bloqué. Donc VBE1 supérieur à 0,6 impliquera que VEB2 sera négatif et inférieur à moins 0,6, impliquera automatiquement le blocage de T2. Maintenant, commençons par considérer que T2 est passant. Là aussi, c'est la même chose. C'est le VEB2 qui sera positif et supérieur à 0,6. Donc automatiquement VBE1 sera négatif et inférieur à moins 0,6, donc T1 automatiquement bloqué. Donc voilà la conclusion, c'est que T1 et T2 ne peuvent pas conduire en même temps. Mais, on peut ajouter, est-ce qu'ils peuvent être bloqués en même temps? Ça c'est oui. Pourquoi? Parce que si je regarde cette relation, pour que T1 se bloque, il faut que VE soit inférieur à 0,6. Et pour que T2 se bloque, il faut que VE soit supérieur à moins 0,6. Ça veut dire
T1 et T2 ne peuvent pas conduire simultanément, mais ils peuvent être tous les deux bloqués. Si VE est compris entre moins 0,6 et 0,6 volts, ça veut dire VE sera inférieur à 0,6, donc T1 bloqué, et VE sera supérieur à moins 0,6, donc T2 bloqué. Donc là, ils peuvent être bloqués en même temps, mais pas conducteurs en même temps. Voilà. Maintenant, la deuxième question, donc on va se placer dans le cas où T1 est passant, donc T2 bloqué, et on demande de rechercher l'équation de la droite de charge, IC1 en fonction de VCE1. Donc le montage devient le suivant, donc T2 est bloqué, donc on aura l'équivalent d'un classe A, un transistor NPN. Donc on va faire la loi des mailles ici, pour la droite de charge, et on va retrouver que VCC, ici, donc si on fait la loi des mailles, VCC ici, sera égal à VCE1 plus R charge fois IC1 qui est égal à IS. Donc, la droite de charge, c'est soit VCE1 en fonction de IC1, soit IC1 en fonction de VCE1. Donc, on va retrouver, d'après la loi des mailles, que VCE1 sera égal à VCC moins R charge fois IC1. Ça, c'est facile. La même chose pour la droite de charge, pour le traçage de la droite de charge. Donc, on va la tracer dans le plan VCE1, IC1. Donc, on a besoin de deux points. Le premier point, on va considérer que IC égale à 0. À ce moment-là, VCE1 sera égal à VCC. Le deuxième point, on va considérer que VCE1 égale à 0. Et à ce moment, IC1 sera égal à VCC sur R charge, le deuxième point. Et on trace la droite de charge. Pas de problème. Maintenant, la troisième question. Comment se déplace le point de fonctionnement concernant T1? Comment il se déplace lorsque la tension VE varie? On a dit, n'oubliez pas que c'est une tension sinusoïdale. D'accord? Donc on sait que pour la classe B, on doit polariser le transistor de telle sorte que le point de repos soit situé ici, c'est-à-dire à la limite de la conduction. Donc initialement, transistor bloqué. Maintenant, V1, quand VE est positive, alternance positive, et dès que VE dépasse 0,6, donc le point de fonctionnement commence à se déplacer sur la droite de charge avec une excursion maximale de VCE qui ne peut pas dépasser VCC parce qu'il ne doit en aucun cas se saturer. Donc il se déplace ici. VE augmente, VE diminue tant que le VE est dans l'alternance positive. Maintenant, quand VE est négative, T1 se bloque, c'est-à-dire le point de fonctionnement reste figé ici. Il reste bloqué et c'est T2 qui prend la relève. Donc voilà le déplacement. Donc le point de fonctionnement se déplace sur la droite de charge, mais pendant l'alternance positive, avec bien sûr une excursion maximale qui ne dépasse pas VCC, mais dès que l'alternance négative arrive, T1 se bloque et le point de repos reste ici, au point de blocage. Alors, dernière partie de la question 2, T1 et T2 fonctionnent-ils en régime saturé bloqué? Donc, je viens de répondre il y a quelques instants. On a dit que au repos, T1 peut être bloqué. La même chose que pour T2. Mais quand T1 par exemple fonctionne, il se déplace sur sa droite de charge, mais sans pour autant se saturer. Donc il reste conducteur sans pour autant se saturer. C'est-à-dire il fonctionne en régime linéaire. C'est le régime d'amplification, donc il fonctionne en régime linéaire. Pendant l'alternance négative, T1 se bloque et T2, qui était bloqué pendant l'alternance positive, devient conducteur. Donc lui aussi, il va se déplacer tout le long de sa droite de charge, c'est-à-dire au régime linéaire. Mais en aucun cas, il va se saturer. Donc on peut dire en conclusion que les transistors peuvent se bloquer, mais ils ne se saturent jamais. Il s'agit donc d'un fonctionnement hybride entre régime linéaire et bloqué. J'espère que c'est clair concernant le fonctionnement. Maintenant, on va concrétiser ça avec des chronogrammes. Donc on demande de compléter les formes dans la figure suivante, ça veut dire on donne VE de T, et on demande dans un premier temps de rechercher VS de T, puis VEC1 et VCE1, ça veut dire les tensions VCE, VCE1, VEC1,
le courant IS, et enfin IC1 avec IC2. Donc, les chronogrammes auront cette forme, donc on va essayer de les expliquer en commençant par le chronogramme de VS. Donc, on remarque ici qu'il y a un début de distorsion. Pourquoi? Il est causé par la condition de conduction. C'est-à-dire T1 il est bloqué. Tant que VE, la courbe qui est en noir, tant que VE n'atteint pas 0,6, T1 reste bloqué. Donc automatiquement le courant IS sera nul et le courant IC sera nul. Donc automatiquement VS sera nul. D'accord? Maintenant, dès que VE dépasse 0,6, T1 devient on. Donc à ce moment-là, donc VS prendra la forme de VE, donc une tension sinusoïdale. Mais vous remarquerez qu'ici il y a une certaine différence, c'est-à-dire il y a une différence de potentiel entre VS et entre VE, qui est justifiée par une loi d'Émaille. Donc si on fait cette loi d'Émaille, voilà. Donc le départ c'est la masse ici, donc on aura VE moins VBE1 moins VS égale à 0. Donc à quoi égale VS ici? VS c'est VE moins une chute de tension de 0,6. Et c'est cette chute de tension qu'on retrouve ici. Et ça conforte le fait que l'ampli push-push est un classe B. C'est-à-dire il n'amplifie pas la tension mais plutôt le courant. Donc voilà. Et après, dès que VE, ici en noir, descend en dessous de 0,6, T1 se bloque à nouveau. Alors pendant ce moment, on aura VCE1 en rouge, elle est négative. Donc, et VEC2 sera positif. Donc si on va faire la loi, si on fait les mailles ici, le courant IS aura la même forme que la tension VS, avec bien sûr la loi d'Ohm. On aura IS et VS sur R charge. Et là, donc vous remarquez que IC2 restera toujours nul pendant cette alternance. Pourquoi? Parce que le transistor T2 est bloqué. Par contre, IC1 sera égal à IS. IC1 sera égal à IS. Donc là, T1 se bloque. Quand VE descend en dessous de 0,6. Donc maintenant, pendant l'alternance négative. Donc là aussi, on va attendre. Donc T2, il a tendance à conduire, mais quand VE devient inférieur à moins 0,6. Donc ici, là, T2 commence à conduire, on va retrouver la même chose. Donc VS prendra la forme de VE avec une différence de potentiel qui est égale à VEB2, moins VEB2. À ce moment-là, c'est IC1 qui devient nul. Et IC prendra sera égal à moins IS. Donc on a ici IS va suivre VS. VS négative, IS négative, la loi d'Ohm. Mais par contre, IC ne sera pas égal à IS. IC2, je m'excuse. Pourquoi? Parce que si on fait ici la loi des nœuds, on remarque que IS est le sens inverse que de IC2. Donc, IC2 sera égal à moins IS. Puisque IS est négatif, IC2 sera positif. C'est logique, vu que ça, c'est le sens positif de T2. Quand T2 conduit, IC2 sera positif. Et le transistor T2 va se rebloquer quand VE devient supérieur à moins 0,6. Et le fonctionnement recommence avec T1 conducteur, ainsi de suite. Donc voilà, et c'est là donc on va mettre en œuvre le phénomène de distorsion, donc de croisement ici, donc qui est un des inconvénients de l'amplificateur push-pull. Et si on vous demande comme question, par exemple, de corriger ce problème, donc il suffit on a vu dans le cours de montage, il suffit de voir la vidéo numéro 2, on ajoute ici deux diodes avec leur résistance de polarisation pour compenser VEB2 et VBE1, ou on va ajouter un montage à amplificateur opérationnel. Donc voilà pour les chronogrammes. Alors par la suite, on va négliger ce phénomène de distorsion de croisement. Donc pourquoi on le négligera? Pour considérer que VS, voilà, on va considérer que VS qui est en rouge est sensiblement sinusoïdal. C'est une hypothèse obligatoire pour faciliter l'étude du bilan de puissance. Donc on va considérer que VS sera supposé sinusoïdal pour les calculs de puissance, avec VS max son amplitude.
Et on va commencer par la première puissance à calculer, à savoir la puissance moyenne absorbée par la charge résistive R charge. Il faut essayer de la mettre sous cette forme, en donnant l'expression de la constante K1. Donc on va refaire les calculs du cours comme révision. Donc on a vu que la puissance utile au bord de la charge totale, c'est la puissance utile au repos plus la puissance utile en régime alternatif, c'est ce qui nous intéresse. Avec bien sûr la puissance au repos, elle sera toujours nulle parce que les deux transistors sont considérés toujours à la limite du... quand ils sont au repos, ils sont à la limite de la conduction, ça veut dire IC égale à 0, que ce soit pour IC1 ou que ce soit pour IC2. Donc au repos, la puissance au bord de la charge sera toujours nulle. Maintenant, en régime alternatif, sinusoïdal variable, on va considérer que US, elle aura une forme sinusoïdale comme hypothèse, donc les U de VS max, et IS sera égal à US sur R charge, la loi d'Ohm. Donc la puissance ici, c'est VS fois IS, l'intégrale de VS fois IS. Donc ça veut dire c'est US au carré sur R charge. Parce que VS fois IS, c'est US au carré sur R charge. Donc on va intégrer ça. Donc quand on va l'intégrer, on aura VS max au carré sur R charge, donc 1 sur T. Donc ça va sortir VS max au carré sur R charge. Et on va remplacer le sinus au carré par 1 moins cosinus au carré sur 2. Donc le 2 va sortir. Et on va intégrer le 1 tout seul, puis cosinus de oméga t tout seul. Donc on aura l'intégrale de 0 sur une demi-période. J'ai oublié, donc on va travailler sur l'alternance positive, puis on va déduire ce qui se passe pour l'alternance négative. C'est pour ça que j'ai mis ici la puissance utile en régime alternatif pour T1, et on va intégrer de 0 à T sur 2. Donc on a dit 1 moins cosinus de oméga t sur 2, le 2 va sortir. L'intégrale dt, c'est T. D'accord? Donc pour résoudre ça, donc on aura l'intégrale de dt, c'est T, entre 0 et T sur 2. C'est-à-dire tout simplement T sur 2. Et quand on met ici T sur 2, le T avec le T se simplifie, et le 2 avec le 2, ça donnera 4. Donc VS max au carré fois 4, sur 4 fois R charge. Maintenant, deuxième intégrale. On sait que l'intégrale de cos AX, c'est 1 sur A. Ici, A, c'est 2 oméga. Voilà, 1 sur A. 2 oméga. Donc ici, on doit mettre 4. C'est pas 2. Ici, c'est 4. Parce que le 2 oméga avec le 2, ça donnera 4. Vous allez voir que ça va, ce terme va être éliminé. Donc 1 sur A. Donc 4. On aura ici 2 oméga avec le 2, c'est 4 oméga. Donc 1 sur A sinus AX. Donc sinus AX. Et on va intégrer, on a dit de 0 à T sur 2. Donc là, ce terme-là sera nul. Pourquoi ce terme-là sera nul? Parce que quand on va remplacer T par T sur 2, on aura sinus 4 πf. Parce que oméga c'est 2 πf. 4 πf T sur 2. Et quand on va remplacer 0, on aura sinus de 0, c'est 0. Et là, le T avec le F, ça simplifie. Le 4 avec le 2, ça devient 2. Sinus de pi, c'est 0. Donc 0 moins 0 égale à 0. Donc tout ce terme-là sera simplifié. C'est pour ça que le 4 ici, donc on doit mettre ici un 4. Donc ça se simplifie. Ça restera VS max au carré sur 4 R charge. Maintenant, on fait le même calcul pour T2, la puissance ça veut dire dissipée au bord de la charge, mais pendant l'alternance négative. Donc là, on va faire la même intégrale cette fois, mais cette fois entre T et T sur 2. Là aussi, ce terme-là quand il va être intégré, il va s'annuler. Et ce terme-là va être remplacé par T sur 2. On aura VS max au carré sur 4 fois R charge. Donc la puissance moyenne absorbée par la charge totale, c'est le double. Ce sera 2 fois VS max au carré sur 4 fois R charge. Donc au final, on aura la puissance dissipée au bord de la charge. C'est VS max au carré sur 2 R charge. Nous, on veut la mettre sous la forme K1 VS max au carré sur R charge. Ça veut dire le K1 ici, l'expression de K1 sera égale à 1,5. Donc voilà pour la puissance dissipée au bord de la charge. Donc ça confirme les études qu'on a vues, le calcul qu'on a fait dans le cours. Maintenant la cinquième question, la prochaine puissance à calculer, c'est la puissance électrique absorbée par la charge. Non, il faut la mettre sous cette forme. Là c'est pour uniquement montrer une petite formule à la fin qui peut être aussi utilisée pour déterminer la puissance au bord de la charge.
dans le cas où la sortie est sinusoïdale. Donc on demande la même sous cette forme. V, cette fois c'est Vs efficace fois Is efficace, pas d'intégrale, fois K2, on va voir. Donc voilà, on sait que puisque Vs est sinusoïdal, donc Vs max peut être remplacé par racine 2 fois Vs efficace. Donc je reprends la puissance qu'on vient de calculer. Je remplace Vs max par racine de Vs efficace. Donc le tout au carré, c'est 2 fois Vs efficace au carré. Le 2 avec le 2, bye bye. Ça reste Vs efficace au carré sur R charge. Je ressors le terme Vs efficace et je laisse Vs efficace sur R charge que je remplace par Is efficace. Donc au fond, la puissance utile au moment de la charge peut être calculée de façon différente. Soit par l'équation 1 sur t, l'intégrale de 0 à t, Vs de t, Is de t, d de t, donc les expressions instantanées de Vs et Is, soit directement par Vs efficace fois Is efficace. Entre guillemets, ça veut dire la puissance active, que vous avez déjà vu, je pense. En régime alternatif, la puissance active, c'est UI cos phi. Ici, la charge est résistive, donc cos phi égale à 1. Donc, on reprend la formule de la puissance active. Donc, ça veut dire, si je compare avec l'expression demandée, ça veut dire le K2 sera égal à 1. Donc, maintenant, on a fini définitivement avec la puissance absorbée par la charge. On passe à la puissance qui est fournie par l'alimentation, plus ou moins VCC ici. Donc il faut là aussi montrer que cette puissance peut être mise sous cette forme, K3 VCC fois IS max. Même procédure, puissance fournie en régime au repos et puissance fournie en régime alternatif. Au repos, les transistors sont bloqués, donc IC1, IC2 sont nuls, donc la puissance au repos fournie par l'alimentation est nulle. Maintenant en régime variable, donc là aussi on va considérer le côté T1, donc la puissance fournie par l'alimentation c'est VCC fois IC. Avec IC, c'est IS, IS c'est US sur R charge, c'est-à-dire Vs max sinus oméga t sur R charge. Donc on intègre ça. Donc l'intégrale de VCC fois ça. VCC fois IC. Donc on a VCC, Vs max R charge constante. Ça sort 1 sur T, la constante. J'intègre de 0 à T sur 2, pour T1, de sinus oméga t. L'intégrale de sinus AX, c'est 1 sur A, moins cosinus AX, de 0 à T sur 2. Donc je remplace T par T sur 2, puis je remplace T par 0, avec un signe moins ici, donc j'aurai moins cosinus pi. Or cosinus pi c'est moins 1, c'est-à-dire moins avec le moins c'est 1. Plus 1, parce que cosinus de 0 c'est 1, donc le 2. Le 2 avec, on aura ici 2. 2 avec 2 ça se simplifie, donc ça restera la puissance fournie par l'alimentation pendant l'alternance positive, c'est VCC Vs max sur pi fois R charge. Donc on refait de la même façon, on calcule la puissance fournie par l'alimentation, l'alternance négative, donc on retrouvera la même expression. Donc la puissance totale fournie par l'alimentation, c'est 2 VCC, c'est le double, 2 VCC Vs max sur pi fois R charge. Donc on a Vs max sur R charge, on la remplace par IS max pour retrouver l'expression. Le VCC on le ressort et on retrouve cette formule finale. Ça veut dire pour nous la constante K3 ici c'est 2 sur pi. Maintenant on passe au bilan. Donc on peut résumer le bilan par cette figure. Ça c'est la puissance fournie par l'alimentation qu'on vient de déterminer. C'est 2 VCC Vs max sur pi fois R charge. Là c'est la puissance utile fournie à la charge. C'est Vs max au carré sur 2 fois R charge. Alors on demande de déterminer la puissance qui manque, c'est-à-dire la puissance dissipée au bord des deux transistors T1 plus T2. Tout simplement, cette puissance dissipée, c'est la puissance absorbée, la puissance fournie par l'alimentation, moins la puissance fournie à la charge. Donc, on va remplacer chaque puissance par son expression. On remarque qu'il y a ici un terme en commun, c'est Vs max sur R charge. Vs max sur R charge, je vais factoriser par ce terme en commun, donc c'est Vs max sur R charge facteur. Ici, c'est 2 VCC sur pi, moins Vs max sur 2. Donc voilà pour la puissance dissipée. Donc
Et là, si on considère que Vs max c'est VCC, donc la puissance maximale que peut dissiper les transistors, c'est la suivante. Donc on place Vs max par VCC, puis on va factoriser. Donc là, c'est la puissance dissipée maximale. Maintenant, on va demander une application numérique. Donc on considère que Vs égale à 15 volts. On va prendre un cas où Vs max égale à 13 volts. C'est pas l'excursion maximale et R charge égale à 8. Quand on fera les calculs des différentes puissances, on retrouvera la puissance absorbée par la charge 10,56 contre une puissance fournie de 15,52, ce qui donnera une puissance dissipée de 4,96 watts au banc des transistors. Maintenant le rendement. Donc déterminer l'expression du rendement. Donc et montrer en particulier que ce rendement sera toujours inférieur à une valeur limite qu'on va déterminer. Alors le rendement, c'est la puissance utile au banc de la charge sur la puissance fournie par l'alimentation. Ça veut dire ce terme-là, Vs max au carré sur 2 R charge, sur ce terme, 2 VCC Vs max sur pi R charge. Le R charge, ça simplifie. Vs max avec Vs max, ça simplifie, ça reste Vs. Donc on aura Vs sur VCC. Donc Vs max sur VCC. Le pi ici va monter en haut et le 2 va descendre avec son ami le 2. Donc on aura pi sur 4 Vs max sur VCC. Et ce terme-là, le rendement dépendra de Vs max. Et puisque Vs max est inférieur ou égal à VCC, donc ce terme-là sera inférieur ou égal à 1. Donc le rendement sera inférieur ou égal à pi sur 4, qui est égal à 78%. Donc ça, c'est le rendement maximal qu'on peut avoir. Maintenant, on va se mettre dans notre cas et faire le calcul numérique. Alors dans notre cas, le Vs max est égal à 13 volts. Donc on remplace ici Vs max par 13 volts, sachant que VCC est égal à 15 volts. Et on va retrouver un rendement de 68%. Donc voilà pour cette idée. J'espère qu'avec ça, le montage push-pull n'a plus de secret pour vous.